17h03. Nous avons avec nous en ligne Jean-Philippe Meloche. Il est professeur d'urbanisme à l'UDM. Bon après-midi, Monsieur Meloche. Bonjour. Ça va bien, Monsieur Meloche? Bien vous? Oui, moi, la vie est toujours belle même quand ça va mal, Monsieur Meloche. Et d'autant que nous, entre nous, on ne s'invective pas. Hein, quand, par exemple, des gens de la politique traitent les maires, qui sont aussi du même sérail de politique, n'est-ce pas, de quêteux. On quête à Québec c'est pas joli puisque il y a un travail qui doit se faire. Le transport collectif doit bien aller pour atteindre nos objectifs. Comment faire, Monsieur Meloche, pour qu'il y ait une harmonie dans le transport collectif? Je vous dirais que l'harmonie, on l'avait jusqu'à la pandémie ou à peu près, c'est-à-dire qu'on avait un certain équilibre dans le financement du transport en commun. Les usagers payaient à peu près le tiers du coût du transport, les municipalités payaient à peu près le tiers et le gouvernement du Québec payait à peu près le tiers. Et bon, tout dépendant des années, ça pouvait varier un peu, mais il y avait une certaine paix là, dans le développement du transport en commun. Puis on était en développement de réseau, donc il y avait une euphorie, si on veut, d'accroître le réseau, l'achalandage. Et là, avec la pandémie, ben, la demande a baissé beaucoup. Et les usagers du transport en commun ne sont pas encore revenus dans le transport complètement. C'est-à-dire qu'on a à peu près 80% d'usage qu'on avait là, avant la pandémie. Donc, les billets vendus, ben, on en vend moins, on a moins de recettes pour les billets vendus, on a de la misère à boucler les budgets parce qu'il manque d'argent, puis là, on se renvoie la balle entre Québec et les municipalités à savoir qui va absorber ce déficit-là qui vient d'apparaître. Donc, plutôt que de s'entendre sur développer du transport en commun, on essaie juste de se renvoyer une facture pour faire survivre un réseau. Et là, ben, on essaie de savoir qui va absorber cette facture-là. Avec beaucoup de menaces sur la tête de l'usager peut-être pas là. Il y en a qui sont. Moi, je suis automobiliste, je n'utilise pas le transport collectif pour l'instant, n'est-ce pas? Mais si on me fait payer ma plaque d'immatriculation très chère, c'est une punition de plus? Ben, c'est sûr qu'éventuellement, il faudra combler le trou d'une certaine façon. Et là, c'est de savoir à qui on va demander de payer ça. Les usagers peuvent avoir des augmentations de tarifs, là, mais dans une dynamique où les usagers ont tendance à déserter le transport en commun, leur demander de payer plus cher, ce serait comme de leur faire peur encore plus. Donc, les automobilistes, c'est une autre solution, c'est-à-dire que tout le monde profite du transport en commun, les automobilistes inclus. Donc, on peut essayer de renvoyer une partie de cette facture-là vers les automobilistes, soit par les immatriculations, soit par la taxe sur les carburants. Ça peut se faire aussi par des taxes sur les stationnements. Donc, il y a plein d'outils qu'on peut utiliser pour faire ça. Éventuellement, ben, ça rend l'automobile peut-être un petit peu moins attirant, puis ça pourrait ramener des gens vers le transport en commun en même temps. Donc, c'est pas une mauvaise idée que d'essayer de demander aux automobilistes de contribuer à ce problème-là, là, positivement en contribuant financièrement. Naturellement, nous, on veut faire partie de la solution, mais c'est la manière de faire lorsque ça se fait dans la discorde. D'abord, c'est laid, n'est-ce pas? Parce que les villes, c'est des créations du gouvernement du Québec de s'invectiver à droite et à gauche. Ben, il faut savoir qui fait quoi. Hein? Sinon, moi, je vais commencer par mettre en doute le sérieux avec lequel on va vouloir me surtaxer parce que je suis déjà très taxé. Oui, vous avez raison. C'est pour ça que le problème est difficile présentement. C'est que on n'est pas dans un équilibre, c'est-à-dire que quand tout allait bien, on se posait pas la question de qui devait payer parce que tout le monde avait un équilibre de qui payait quoi. Et là, on se retrouve dans une situation où on n'est pas en train de demander aux gens de payer pour des meilleurs services. On est en train de demander aux gens de payer pour un service qui existe déjà. C'est juste qu'on ne veut pas le démanteler, ce service-là. Ça coûte très cher de construire des réseaux. Puis il y a des effets de réseau. Là, quand on met en place du transport en commun, qu'on améliore les fréquences de service, on améliore les destinations, on met en place un réseau qui s'accroît, ça donne plein de bénéfices à ses usagers.
Quand on commence à réduire l'offre de service, donc si on fait des coupures, par exemple, on dit il y a moins de clients dans le transport en commun, on va enlever du service. Mais là, on commence à réduire des fréquences, on commence à réduire des lignes. Et ça affecte pas juste ceux qui sont partis, c'est-à-dire que ça affecte ceux qui restent à l'intérieur. Donc, on dégrade l'offre de service. Éventuellement, ça peut avoir des conséquences négatives. Donc là, la question qu'on se pose présentement, c'est est-ce qu'on réduit le transport en commun ou on le maintient comme ça? Et si on le maintient, il faudra augmenter les paiements pour être capable de le maintenir comme ça. Donc, peu importe ce qu'on va choisir comme solution, c'est soit on enlève du transport en commun, ce qui est potentiellement pas la meilleure solution. Sinon, il faut que quelqu'un augmente ses contributions quelque part. Donc ça, on n'aura pas le choix. Et je pense que c'est pour ça que le ton est peut-être très négatif à l'heure actuelle. Les municipalités veulent pas être celles qui veulent payer plus. Le gouvernement du Québec veut pas être celui qui veut payer plus. Les automobilistes sont pas ceux qui veulent payer plus. Les usagers veulent pas de réduction de service. Donc, on est vraiment... il va falloir trouver une solution. Ça va pas être plaisant. Je veux dire, la solution, la situation n'est pas plaisante. Donc, on n'est pas en train de développer quelque chose de positif pour tout le monde. On essaie juste de maintenir en vie quelque chose qui nous coûte plus cher, mais qui n'est pas meilleur qu'avant. Alors, ce qui joue en faveur des municipalités, c'est de comprendre que, oui, comme Création de Québec, la condition, c'est que ces municipalités-là soient viables et écrivent leur budget toujours à l'encre verte, n'est-ce pas? Et les municipalités n'ont pas le droit de faire des déficits. Quand il y a un déficit aussi important, il faut parler aux créateurs. Hein? Oui, effectivement, on ne peut pas faire des déficits ni dans les sociétés de transport ni dans les municipalités, ce qui fait qu'à la fin de l'année, on ne peut pas juste dire, écoutez, on n'a pas eu assez de recettes cette année, c'est pas grave, on met ça sur la dette et on repart l'année prochaine. En fait, on peut le faire à très court terme, c'est-à-dire que si par accident on fait un déficit, c'est correct, mais il faut le résorber à court terme. C'est-à-dire que l'année suivante, il faut rentrer les recettes nécessaires pour combler le déficit de l'année précédente. Donc, on ne peut pas budgéter un déficit. Donc, ni les municipalités, ni les sociétés de transport peuvent prendre un déficit. Le gouvernement du Québec pourrait dire, écoutez, il manque d'argent dans le transport en commun, on va sortir la planche à imprimer, on va imprimer un peu d'argent, puis on va l'envoyer dans le transport en commun. Par contre, si on fait ça comme solution, à long terme, il faut payer cette dette-là. Donc, si on n'a pas de solution à long terme pour le financement du transport en commun, créer des dettes successives année sur année ne sera pas une solution non plus. Donc, éventuellement, il faudra rembourser les dettes et demander qui doit payer pour rembourser la dette. Donc, on va revenir avec le même problème dans le futur si on fait juste créer un déficit puis mettre ça sur une dette. Là. Il faudrait peut-être se poser la question, le transport collectif par rapport à la vision de l'avenir, n'est-ce pas? Est-ce que c'est une dépense ou est-ce que c'est un investissement pour l'objectif qui est beaucoup plus noble que de Padamacourt, là? Vous savez, c'est là qu'est le débat, à savoir est-ce que parce que moi je pense qu'il faut le maintenir, le transport collectif, même si la demande a baissé, je pense que la demande va revenir un jour. On aura besoin du transport collectif pour améliorer notre mobilité puis avoir une mobilité plus durable. Est-ce que la population veut avoir une mobilité plus durable? Ça, c'est une bonne question. Moi, j'ai pas l'impression que les gens travaillent très fort pour améliorer leur mobilité ou la rendre plus durable, parce que quand on dit on va renvoyer une partie de la facture aux automobilistes, les automobilistes disent on paie déjà assez cher. Le problème, c'est qu'on émet beaucoup trop de gaz à effet de serre, on a beaucoup trop de congestion, donc conclusion, on a beaucoup trop d'automobiles, et si on en a beaucoup trop, c'est probablement parce que c'est pas assez cher. Mais c'est difficile de convaincre les gens de dire, écoutez, dans une vision de mobilité plus durable, il faudra que le coût d'accès à l'automobile augmente, puis il faudra que le financement du transport en commun soit assuré. Ça, c'est un avis que je peux donner d'expert. Après, est-ce que c'est ce que la population souhaite? Ça, je ne pourrais pas vous dire. Mais ce à quoi vous ne répondez pas, je sais que c'est voulu, c'est la question de la dépense, ou est-ce que on considère la chose, je parle en théorie, comme un investissement. Lorsqu'on on améliore le transport collectif de manière sociétale, on devrait voir ça, on devrait considérer qu'il s'agit d'un investissement, non? C'est
un investissement si et seulement s'il y a une demande puis qu'éventuellement il y a un bénéfice causé par les déplacements. Donc, si vous mettez du transport en commun au milieu du désert, c'est pas un investissement rentable parce qu'il n'y aura personne dedans. Donc, il faut que la demande soit au rendez-vous et à l'heure actuelle, on a ce problème-là. La demande n'est pas au rendez-vous. On a de la difficulté à convaincre les gens de prendre le transport en commun et de payer pour prendre le transport en commun. Ça, c'est une problématique. Donc, est-ce que c'est un investissement? Ben, si et seulement si on est capable d'avoir un rendement, et le rendement d'un investissement en transport en commun, c'est une amélioration de la mobilité. Donc, une mobilité qui est plus fluide, avec moins de congestion, mais aussi une mobilité qui est plus durable, avec moins de pollution. L'usage de l'automobile peut être vu au même sens que le transport en commun comme un investissement, puisque c'est des investissements dans la mobilité. Mais ces investissements-là sont rentables si et seulement s'ils améliorent notre mobilité selon différents critères. Ça peut être le critère de la rapidité, de la fluidité, ou ça peut être le critère aussi de la durabilité, donc d'avoir des déplacements qui sont moins polluants, moins dangereux et qui causent moins de congestion en bout de ligne, là. Et comment définir la fonction du ministre ou de la ministre du Transport? Faire du transport collectif n'est pas un travail que le ministre ou la ministre du Transport doit assurer. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce que là, on dit, est-ce que la fonction, c'est simplement d'asphalter ou de bétonner? Est-ce que le transport collectif fait partie de son travail? Est-ce qu'elle a raison de dire ça, la ministre? Ben, en fait, c'est très confus. En fait, l'affirmation en tant que telle est un peu fausse là, si on regarde les faits, c'est-à-dire que le gouvernement est impliqué dans le transport en commun depuis très longtemps. Et de manière permanente. Donc, ce serait une nouveauté que d'apprendre qu'il ne s'en intéresse pas du tout, là. Par contre, qui a la responsabilité de structurer, planifier, organiser le transport en commun? Ben, de manière générale, le transport en commun est un service local. Les sociétés de transport sont de responsabilité municipale. Donc, c'est les municipalités qui, généralement, dictent les priorités, les visions, font la planification pour le transport en commun. Donc ça, c'est vrai que c'est une responsabilité qu'on a localisée. Par contre, quand on regarde la structure de gouvernance du transport en commun à Montréal, par exemple, l'Agence régionale de transport métropolitain, la RTM, ben, c'est une agence provinciale. C'est le gouvernement du Québec qui a mis en place cette agence-là et qui en a, par une loi provinciale, qui en a dicté la mission. Donc, la mission de la RTM découle du gouvernement du Québec et non pas des municipalités. Donc, ce serait un peu paradoxal de dire que c'est pas la responsabilité du gouvernement du Québec, même si, généralement, dans la planification, l'organisation et les opérations des services de transport en commun, généralement, c'est les municipalités qui coordonnent tout ça. Et de notre côté, j'imagine que ça serait, disons, un petit peu injuste que les municipalités décident de tout, des prix et de la gestion, et qu'elles n'aient absolument aucun compte à rendre quant à l'efficience du système, non? Bien, ça dépend toujours du financement. Encore là, on revient toujours à la question financière. C'est là qui est le nœud du problème. Si le gouvernement du Québec met en place des programmes et finance le transport en commun, il veut une reddition de compte. C'est tout à fait normal. Si vous donnez de l'argent pour un service, bien, vous voulez que le service soit rendu. Donc, cette décision-là de dire, bien, écoutez, il faudrait que les municipalités fassent leur part ou en fassent plus, ben, c'est une façon de dire, nous, on a déjà donné à la hauteur de ce qu'on voulait. Maintenant, le reste, ce sera les municipalités qui vont donner parce que c'est eux qui contrôlent la dépense en bout de ligne. C'est pas tout à fait faux, mais il n'y a pas de ligne claire à savoir qui devrait donner combien d'argent et pourquoi. Le financement du transport en commun, on le fait d'une certaine façon depuis plusieurs années sans que ce soit nécessairement écrit comme une loi. Le financement de Québec vient de programmes spéciaux à chaque fois. Donc, ces programmes-là peuvent être créés, mais peuvent aussi être fermés. Donc, il n'y a aucun financement de Québec garanti pour le transport en commun. C'est toujours des financements qui sont sur des programmes qui ont un début et une fin.
Donc, c'est pas permanent. Et c'est ça qui crée une angoisse présentement, c'est que les derniers programmes qu'on a mis en place, c'était pour aider pendant la pandémie. Mais là, on est quand même rendu loin de la pandémie. On est encore en train d'aider pour la pandémie. Donc là, Québec dit, ben éventuellement, je vais potentiellement fermer ces programmes-là et vous devrez trouver des solutions. Et c'est ce qui fait paniquer les municipalités présentement parce que les municipalités aimeraient savoir un revenu ou une source de financement plus permanente et plus prévisible de la part du gouvernement du Québec. Évidemment, moi, ça me fait penser à des sociétés d'État qui sont très rentables. Attention, c'est rentable. On veut de vous, on veut de votre argent, n'est-ce pas? Mais quand c'est pas rentable, organisez-vous. Soyez bons gouvernants. Ayez une gestion très, très fluide, mais surtout, ne venez pas nous emmerder avec vos déficits. Parce que on voit de ces sociétés d'État qui renflouent les caisses de l'État, n'est-ce pas? Oui, effectivement, vendre de l'électricité ou vendre de l'alcool dans une société d'État, c'est très, très rentable. C'est des sources de revenus pour le gouvernement du Québec. Le transport en commun, c'est pas rentable du tout. C'est-à-dire, comme je disais tantôt, les usagers payent à peu près le tiers du coût. Donc, les déficits sont à peu près des 2/3 des opérations. Là, il faut trouver des subventions à chaque année. Donc, demander au gouvernement de prélever des impôts pour faire fonctionner le transport en commun. Vous avez raison que si le transport en commun rapportait beaucoup d'argent, Québec ou les municipalités seraient en train de se chicaner à savoir à qui devrait prendre le surplus. Mais là, c'est qui devrait prendre le coût. Donc, à ce moment-là, ben, c'est pas tout à fait le même débat. Tout à fait. Professeur Jean-Philippe Meloche, professeur d'urbanisme à l'UDM, je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous, encore une fois, professeur. Au plaisir. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Voilà, 17h19 dans un instant, quelques secondes, nous allons recevoir Christian Toussaint, chargé de concentration culture à Vivre Saint-Michel en santé. Restez là.